Bonjour tout le monde, mon nom est Isabelle Racicot. Bienvenue à Transactions réussies, une série balado sur l'immobilier. Puis là, vous vous demandez, pourquoi c'est elle qui l'anime? Bon, d'abord parce que, comme la plupart d'entre vous, j'ai acheté et vendu une maison. Je suis propriétaire d'un immeuble à revenus et j'adore aller en ligne voir les maisons en vente. Mais la bonne nouvelle, c'est que c'est pas moi qui va vous donner des conseils sur l'immobilier, non, parce que j'ai avec moi une sommité en la matière. C'est un des courtiers les plus connus à travers le Québec. Vous l'avez sûrement entendu à la radio, vu sur des pancartes. Il pratique son métier depuis 1991. C'est Georges Bardagy. Bonjour, Georges. Bonjour, Isabelle. Je suis contente de faire ça avec toi, Georges. Parce que toi, tu as commencé dans le métier en 1991. Tu en as vendu des maisons. Tu en as vendu combien? On est rendu autour de 10 000 maisons vendues. 10 000. Moi, j'ai des maisons, des immeubles à revenus, des condos, toutes sortes de propriétés, mais autour de 10 000. Puis pourquoi tu voulais faire cette série balado? Parce que je trouve que, surtout présentement, les courtiers ont une image, on les voit sur les panneaux, ils font des sous, ils ont des belles voitures, Ouais. mais il y a beaucoup de travail, il y a beaucoup de compétences, d'intégrité puis de bienveillance derrière ce qu'on fait. Puis je trouvais que le format balado, avec quelqu'un d'aussi passionné comme toi, c'est une belle façon de démystifier beaucoup de ce qui se passe, tant dans la profession que sur le marché immobilier. Ouais. Puis je pense que c'est très complexe, mais tout le monde a besoin d'un toit. Puis je pense que ça Ouais. peut toucher tout le monde. Puis, il faut dire que le marché immobilier est en effervescence au Québec. Ça bouge beaucoup. Le rythme a changé. Fait que je pense que cette série-là va permettre à des premiers acheteurs, des acheteurs expérimentés, même des investisseurs, d'avoir confiance puis une assurance quand ils vont, justement, se naviguer dans ce marché-là. On peut-tu dire ça? On peut dire qu'on Ouais. on va pouvoir partager beaucoup de conseils pratiques, les rassurer, mais il faut savoir aussi que, tu sais, transiger une propriété immobilière, c'est souvent la transaction financière la plus importante d'une vie Ah, tellement. pour la plupart des gens. Oui. Et aussi, c'est le plus grand ou le meilleur ou le plus stable, devrais-je dire, véhicule d'investissement au travers du temps. Parce qu'il faut savoir que immobilier, c'est immobile. Ce qui prend de la valeur, c'est le terrain. Puis tant qu'il y a de plus en plus de population sur la Terre, mais la demande pour le terrain, donc le terrain qui est en dessous des maisons, continue de s'apprécier. Et ça, quand on regarde, tu sais, je pense qu'ils ont fait une étude que plus de 92% des millionnaires en Amérique du Nord, c'était à cause de l'immobilier. Donc, c'est vraiment important. Puis moi, je pense que l'indépendance financière passe par déjà un bon actif immobilier. Oui, on peut avoir des actions à la bourse, tout ça, mais je pense que... Et là, je trouve que, vu que c'est important, on le fait avec humour, on le fait avec joie, mais moi, je trouve que ces conseils-là vont être précieux. Absolument. OK. Première affaire que je vais te demander. Pourquoi on choisit de vendre une maison avec un courtier? Parce qu'il y en a beaucoup qui se disent, pourquoi je donnerais ça à quelqu'un d'autre alors que je pourrais garder la commission puis m'en mettre dans les poches? Ouais. Fait que là, j'ai hâte de t'entendre là-dessus. Tu sais, moi, je pourrais bien changer l'huile sur mon auto, mais la vérité, c'est que j'ai confié à un mécanicien qui est bon, ça va prendre moins de temps, ça va être bien fait. Pendant ce temps-là, moi, je vais prendre mon temps, puis je vais faire d'autres choses. C'est la base même de l'économie. De penser vendre sa maison soi-même, il y a des compagnies qui sont bonnes à, disons, essayer de nous convaincre que de vendre une maison, finalement, c'est facile. La vérité, c'est que la visibilité, l'Internet a amené beaucoup de visibilité, mais les processus sont de plus en plus complexes. OK. Et c'est pas tout le monde qui a les capacités de bien vendre une propriété. Souvent, moi-même, comme courtier, ça fait 10 000 maisons, je pense être quand même pas pire là-dedans, mais j'engage un autre courtier pour vendre ma maison parce que je suis littéralement en conflit d'intérêts. Il faudrait pas que j'agisse comme courtier lorsque je vends une propriété. Puis je suis très content d'avoir un intermédiaire parce que c'est très émotif. C'est sûr que dans l'investissement, dans le commercial, un peu moins, mais dans le résidentiel, il y a beaucoup d'émotions. On vend une partie de sa vie. Tu as élevé ta famille là, tu dois la quitter, ça rebondit. Puis là, eux autres, ils ont critiqué la cuisine, que j'ai mis tant d'amour et tant d'efforts à faire. Puis là, eux autres, je les aime pas, je vais pas leur vendre. Moi, je pense que ça vient un petit peu enlever l'émotion. Le courtier vient enlever l'émotion, s'occupe des affaires, des documents, les fait selon les règles de l'art, remplit les formulaires. Il y a beaucoup d'aspects marketing, légal, fiscal, autour d'une transaction immobilière. Puis de la faire seule, c'est un risque. Puis c'est aussi pas une si grande économie de temps parce que ça prend du temps.
Combien de maisons, tu dirais, ou un pourcentage de maisons qui sont vendues sans courtier Je aujourd'hui? dirais que c'est à peu près moins de 10 année Ah, OK. après année. Il y a beaucoup de propriétés qui arrivent sur le marché avec des sites Internet ou soit par les médias sociaux, mais une grande partie de ces propriétés-là finissent par se vendre par un courtier immobilier qui s'occupe d'un acheteur. Donc, même les propriétés qui ne sont pas nécessairement affichées sur Centris finissent par se vendre par un courtier qui essaie de trouver une propriété pour son acheteur. Fait que ça arrive. Moi, j'enlève pas le droit. Les gens ont le droit de vendre tout seul. Moi, j'ai le droit de construire ma maison tout seul. J'ai le droit de me représenter tout seul Oui. en cours. J'ai le droit de me réparer une carie tout seul si je voulais, mais je trouve qu'il y a des professionnels pour toutes ces tâches-là. Puis je pense qu'en immobilier, bien, ça ne fait pas exception. OK, bien alors parlons de ce que fait un courtier. Oui. Bien, un courtier, là, c'est 150 tâches qu'on fait de façon hebdomadaire. Le client, il n'envoie pas beaucoup de ces tâches. 150 tâches? 150 tâches. Pour la même personne, pour la même maison? Un ou courtier tu qui travaille tout seul ferait 150 tâches de façon hebdomadaire. Je les ai toutes écrites, on les a rémunérées. On les a rémunérées avec notre staff, on les a séparées. OK. Puis on est capable de gérer notre temps. C'est énorme en termes de temps. D'ailleurs, souvent, les gens disent, ben, c'est facile, tu arrives, tu mets la pancarte, il y a 2 visiteurs, une semaine après, vendu, tu viens d'empocher un gros chèque. Hey, il y a une tonne de choses qui se font, tant au niveau marketing, préparation, formation continue. Il y a beaucoup de travail au niveau des visites, juste l'accessibilité, faire visiter les propriétés. Il y a énormément de tâches qui sont mises bout à bout qui font que ça prend beaucoup de temps à travailler. Il faut parler aux conjoints, aux familles des courtiers immobiliers, parce que tout le monde me dit c'est facile. D'ailleurs, il y a beaucoup de gens qui veulent rentrer comme courtier immobilier parce que ils pensent que c'est facile. Oui. Puis la vérité, c'est que 70 des courtiers qui finissent leur cours, dans 5 ans, ils ne seront plus là. OK, on va revenir là-dessus un Ouais. peu plus tard. Mais je veux que tu me parles, parce qu'on se rappelle tout de la première fois, d'une première fois. Toi, ta première maison vendue, je veux que tu me racontes comment ça s'est passé. Aïe, aïe, c'était 91, j'avais 23 ans. D'abord, il faut savoir que moi, mon père est médecin. Puis, j'avais fait mon cours en cachette. Ma sœur est architecte, mon frère est avocat. Tu vois, la famille libérale un Ah, peu. ben là, oui. tu sais. Puis là, j'ai en cachette. Puis là, j'ai dit, moi, je voulais être à mon compte. Puis, j'avais pas d'argent. Mon père n'était pas en affaires. Fait que j'ai dit, tiens, courtier immobilier, je peux être à mon compte. Puis, j'ai pris mon cours en cachette. Puis là, j'ai dit à mon père, j'ai dit, père, je t'annonce, je lâche ma job. Puis, je m'en vais en immobilier, tu sais. Courtier immobilier. C'est là, oh my God, c'est pas un agent immobilier dans la famille. Qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu? J'ai dit, laisse-moi aller, tu vas voir. J'ai dit, la transaction la plus importante d'une vie, c'est souvent une maison. Moi, j'avais un bac en marketing. J'ai fait des cours en évaluation immobilière. J'ai marié une notaire, fait qu'au point de vue légal, j'étais pas pire. Tu t'étais padé. J'étais padé quand même. Puis je dis, laisse-moi aller, je vais changer la profession ou l'image de la profession, parce qu'à 23 ans, on est très idéaliste. Ben oui, hein? Mais j'avais toujours ce désir-là, dès la première journée au travail, de convaincre mon père qu'on pouvait faire ce boulot de vendeur avec le même professionniste que moi j'avais vu, qui était mon exemple de père qui était médecin. Médecin, avec une éthique. Fait que ça commençait comme ça en partant. Puis, après ça, la première maison que j'ai vendue, c'était tellement difficile. C'était des années 91, à 23 ans. T'es un petit cul, puis là, il faut que tu t'occupes. Finalement, un ami d'un ami, sa sœur n'arrivait pas à vendre sa maison. C'était la récession. Fait qu'après 3 mois, avec mon bureau sur la rue Bernard à Outremont, ma première maison, je l'ai vendue à Fabreville, à Laval. 97 000 Puis là, j'étais vraiment content de faire ma première... J'avais cassé la glace, mais c'était long, Oui. 3 mois, avant d'avoir une première vente. Hey, mais 23 ans, tu devais triper au bout de dire « Wow, j'ai vendu ma première maison! J'étais content, j'étais heureux, mais en même temps, j'étais anxieux parce que ce qu'on doit savoir, c'est qu'en immobilier, quand tu t'en vas travailler en immobilier, tu n'as pas de paye. Tu n'es Non. pas un employé, tu Non. es un travailleur autonome, tu es Ouais. un entrepreneur, il y a une notion de risque. Tu commences à dépenser de l'argent en publicité. Je me souviens Ouais. que je payais mes premières annonces dans la presse quand j'ai eu mes premières maisons à vendre, c'était des condos, avec mes chèques de chômage de mon ancien emploi. Fait que, tu sais, Aïe, c'est comme... Là, les gens ils nous voient où on est rendu 36 ans plus tard avec la Ouais, réussite, ouais. mais au début, là, c'était vraiment dur. On avait 100 maisons à vendre pour un acheteur, qui est à peu près tout le contraire de ce qu'on vit aujourd'hui. Absolument. Et donc, c'était pas facile de percer, faire sa place. Oui. Surtout à 23 ans, Outremont, il y avait beaucoup de gens qui connaissaient d'autres propriétaires de maisons. Fait que c'était difficile de faire sa place, mais on l'a fait, un client à la fois.
Tu l'as dit en début, tu veux essayer de redorer l'image des courtiers qui en arrachent un peu de ce temps-ci dans la presse. Puis c'est vrai on a vu des histoires de courtiers malhonnêtes, d'acheteurs ou de vendeurs qui se sont fait avoir. Qu'est-ce que tu réponds à ça? Puis, t'en as-tu côtoyé, toi, dans tes 36 ans? Certainement. Certainement en fait, il faut partir de loin. Moi, l'objectif que j'ai, puis que j'ai promis à mon père, qui est toujours là, maintenant, au début, tu sais, je disais, mon père, c'est un médecin, Bardagie, on ne voit pas ce nom-là souvent. J'étais fier de faire la connexion. Je disais, je connais ton père, pas médecin. Maintenant, il voit mon nom tout partout. Je dis, c'est vous le père, Georges, on voit là, c'est le contraire. Fait que tout ça pour dire que, dès un jeune âge, l'objectif que j'avais, c'est de laisser ma profession en meilleur état quand je vais sortir que quand j'y suis entré. Puis ça, c'est clair. J'ai passé 10 ans au conseil d'administration de l'OACIQ. L'OACIQ, c'est un organisme d'autoréglementation du courtage immobilier dont la mission est de protéger le public qui fait affaire avec un courtier. C'est pas le lobby des courtiers, l'OACIQ. C'est le chien de garde des courtiers, c'est le policier. Okay. Notre objectif aux pratiques professionnelles, c'est d'enrayer les mauvaises pratiques. Donc, il y a beaucoup, je dirais qu'il y a au-dessus de 90 000 transactions l'an passé au Québec faites avec un courtier immobilier. Puis je pense qu'il y a moins de 100 cas de discipline. Ces cas-là sont très médiatisés. Des fois, la même histoire peut faire 8 fois la une d'un journal à toutes les étapes de la condamnation. Mais je ne suis pas prêt à dire, après 36 ans de pratique, que les courtiers immobiliers ont le monopole de la malhonnêteté. Il y a des ingénieurs, des avocats, des médecins. Ça, dans toutes les professions, il y a des erreurs professionnelles, il y a des gens qui ont fait de la fraude et ça prouve que notre profession, maintenant qu'il y a un organisme qui les surveille, fait son travail d'enrayer les mauvaises pratiques. Puis c'est très petit. Sauf que la profession de courtier immobilier, c'est quand même très jeune. Ça a commencé, je pense, la première fois dans les années 50. Ça s'est popularisé dans les années 70. Mais c'est jeune comme profession. Fait que là, on a eu plein d'échelons, mettre les formulaires en place. La formation, au début, c'était 12 semaines. Maintenant, c'est beaucoup plus étoffé. Il y a de la formation continue qu'on a mis en place qui n'était pas là avant. Donc, les courtiers sont obligés de prendre des cours sur la copropriété, sur des règles fiscales, sur le certificat de localisation, sur tout ce qui touche l'immobilier à chaque année. Et je pense qu'aujourd'hui, les courtiers immobiliers sont beaucoup plus qualifiés pour faire leur profession que quand moi, j'ai commencé. Fait que ça, c'est positif. Mais est-ce que tu sais, le professionnalisme, c'est 3 choses. C'est le savoir, ça, c'est les connaissances pour être capable de vendre une maison. Le savoir-faire, c'est comment tu l'appliques quand tu es devant les gens. Mais le plus difficile, c'est le savoir-être. Le savoir-être, c'est de ne pas penser que le courtier est plus important que la mission que le client lui confie, qui est son bien ou sa transaction financière la plus importante d'une vie. Et ça, je pense qu'il y a des courtiers qui font beaucoup de sous que des fois, ils sont très publicisés, puis là, tout d'un coup, ils pensent que c'est comme des vedettes, puis sont plus importants que les clients. Et ça laisse des comportements où des fois, ils tournent les coins ronds, soit à la demande des clients qui sont malhonnêtes, ou soit eux-mêmes qui veulent faire des gains. Parce que moi, là, contrairement à ce que les gens pensent, j'ai ma maison, j'ai une maison de campagne. Maintenant, on a acheté un condo, mais j'ai pas un grand portefeuille immobilier. Puis j'aurais pu le faire, j'aurais pu bâtir. Mais très jeune, j'ai compris que si j'ai une bonne affaire pour un acheteur, mais je vais la proposer à mon acheteur. Puis je suis un peu en conflit avec mes clients. Je ne voulais pas jamais être en conflit avec mes clients. Donc, moi, personnellement, j'ai moins d'immobilier que beaucoup de mes clients ont parce que je voulais toujours avoir cette réputation inattaquable. Mais alors, comment on fait pour savoir si un courtier est bon? Parce que là, tu sais, on les magasine. Dès que tu mets ta maison en vente ou que tu veux acheter, tu cherches un courtier. Fait que comment on sait si c'est un bon courtier? Bien, c'est une très bonne question. En fait, ça dépend de ce que tu cherches. Quand moi, je pose la question au client, je la renverse. Je dis, Isabelle, c'est quoi pour toi un bon courtier? Bien, toi, tu vas me dire, je sais pas moi. Bien, quelqu'un qui va être proactif, qui va bien comprendre mes besoins, qui va savoir exactement, qui va connaître le marché, puis qui va être capable de me sortir des surprises, qui va pouvoir aussi me surprendre dans « Hey, j'ai pensé à ça. » Peut-être que c'est pas la maison à laquelle tu avais pensé, mais en t'écoutant parler, je veux qu'on aille la visiter. Ce genre d'affaires-là, puis qui va être évidemment honnête. J'adore cette réponse-là. Puis moi, je serais capable de répondre à ces besoins-là.
la question, c'est que pour toi, c'est ça. Pour d'autres, là, c'est quelqu'un qui est super bon en négociation. Moi, je m'en fous comment tu fais ça. Je veux en avoir le plus possible dans mes poches. Bonne L'autre, réponse. je veux avoir le plus de marketing. Je veux que ma maison, il y ait une vidéo super chère, faite avec un hélicoptère qui vient avec un scénario. Bon, il y a toutes sortes de tendances. Ah, Mais- excuse-moi, il y en a qui demandent ça. Ah oui, il y en a qui demandent ça. Mais ce que j'ai aimé de ta réponse, c'est que, Wow! tu sais, en 2025, si tu appelles un courtier Oui. qui te répond en dedans de 1 heure, il est excellent. Puis la rapidité égale excellence aujourd'hui. Ça peut être le pire des courtiers, mais s'il répond vite, la perception d'excellence va être là. Mais l'important, c'est la proactivité. C'est exactement ce que tu as dit, ce que j'adore. Oui, il faut être rapide, mais il faut que tu sois proactif. Oui. Aller au-devant. Appelle Oui. toujours. Moi, je dis toujours à mes courtiers dans l'équipe, Oui. appelle tes clients avant qu'eux, ils t'appellent. Tu comprends-tu? Oui. Pour faire un suivi. Oui, mais l'autre courtier ne m'a pas rappelé. Mais appelle ton client pour dire l'autre courtier ne t'a pas rappelé. Tu sais, donc, je pense que l'importance des suivis, nous autres, on ne vend pas. Moi, là, j'ai dit 10 000 maisons au début du podcast, là, mais la vérité, c'est que les seules maisons que j'ai vendues, c'est les miennes, parce que le reste du temps, j'ai accompagné des gens dans le processus de vendre, Oh, c'est si puis je bien les ai dit. accompagnés dans le processus d'acheter. Mais c'est ça que j'ai fait. Oui. J'ai vendu mon temps, Oui. mon expertise, mes conseils, ma compétence, ma proactivité, mon accessibilité. Puis, il faut parler aux familles des courtiers pour savoir qu'un courtier, c'est toujours au téléphone, ça répond Ah pour oui. ses clients sans arrêt. Ça devient des fois... moi, souvent, mes filles ont appris à négocier dans l'auto. C'est comme, écoute, on s'en va à la ronde, puis Oui. ils m'écoutent parler avec un client ou un collaborateur. Mais ça pour dire que ça varie. Donc, la meilleure façon de trouver, pour répondre à ta question, Oui. un courtier, mais souvent, c'est de demander des références. Demander des références. C'est-à-dire de lui demander des références, Non, de genre. à votre entourage. OK. Demande, toi, tu as déjà fait affaire avec. Oui. Ou demander au courtier que vous avez fait venir, dire, hey, peux-tu. Moi, ce que je dis à mes clients, je dis, savez-vous quoi? Je dis, moi, je peux être là en train de vous vendre ma salade, mon pitch de vente, mes services, mais la meilleure personne pour me vendre, c'est mes clients. Derrière chaque transaction réussie, il y a une stratégie. Mon rôle est d'aider mes clients à prendre les bonnes décisions au bon moment. Pour un service clé en main, compétent, intègre et bienveillant, rendez-vous sur bardagie.com. Vous avez un projet immobilier en tête? À la Banque Nationale, que ce soit pour l'achat d'une propriété, un refinancement ou un renouvellement hypothécaire, nos experts et expertes en financement résidentiel vous accompagnent à chaque étape. Découvrez-en plus en visitant le bnc.ca/maison. Oui. Fait que voici la liste des 10 clients que j'ai vendus dans le secteur. Appelez-les. Eux autres, ils étaient comme vous il y a quelques mois. Ils m'ont engagé. Puis là, on a vécu toute l'expérience, le service, les promesses, la publicité, la négo, jusqu'à chez la transaction notariée chez le notaire. Oui. Puis là, appelez-les pour voir, ils vont vous dire comment c'était. Que ce soit anglophone, francophone, dans notre coin, on a quand même une proportion d'anglophones aussi importante. Mais, alors, ça, c'est une très belle façon. L'autre façon, c'est appeler sur une de leurs propriétés à vendre. Puis là, pour voir, combien de temps ça va prendre avant qu'ils retournent l'appel. 2, poser des questions sur la propriété. Est-ce qu'ils avaient l'information pertinente à répondre à vos questions? Puis 3, demander une visite pour voir comment ils sont accessibles. Ah, j'ai jamais pensé faire ça. Tu testes ton courtier sans qu'il s'en rende compte. Tu restes ton courtier, tu peux en appeler plusieurs. Moi, là, mes parents avaient une propriété en Floride. Puis là, pour le fun, je vais appeler tel courtier. Oui. Tu sais, des fois, là, j'appelais le samedi, puis il me rappelait le mercredi, s'il me rappelait. C'était 1 sur 4 qui me rappelait, puis ça prenait 4 jours en moyenne. C'est pas le même beat de travail. Je disais à mes parents, si je m'en vais travailler là, je vais faire un malheur parce que je sais pas si c'est la chaleur, mais en tout cas, ils travaillent Peut-être. moins vite qu'ici. Mais moi, je trouve que au Québec, on a de très bons courtiers. Oui. Il y en a juste peut-être qui sont pas assez formés pour faire ce qu'on fait. Parce que la formation, même si elle s'est améliorée, même si la formation continue, il y a encore beaucoup à apprendre pour s'occuper comme il faut d'un client. Fait que si je t'entends bien, drapeau rouge d'un courtier qui serait pas super bon, c'est un courtier qui rappelle pas rapidement. Un courtier qui prend pas les devants. Y a-tu d'autres critères qu'on devrait regarder? Bien, ça dépend de tous et chacun, puis ça dépend du produit. Par exemple, Ouais. là, on va parler dans les prochaines balados de la copropriété. Ouais, Mais tu sais, ouais, la ouais. copropriété, c'est rendu quasiment une spécialité. C'est compliqué de vendre un condo. On les appelle condos souvent, Ouais, mais ouais, ouais. c'est compliqué. Il y a beaucoup de choses à savoir. Il y a une nouvelle loi qui oblige les syndicats des copropriétaires. Fait qu'on va en parler dans cette balado-là, mais ça, c'est des qualités. Il y a des disparités régionales. Tu sais, il y a des endroits en Mauricie où le sol est différent Ouais. que d'autres régions. Dans les cantons, les certificats de localisation ne coûtent pas le même prix qu'à Montréal. Il y a un paquet de petites subtilités. Puis, alors moi, je trouve que c'est une business géographique, l'immobilier. C'est-à-dire que si
tu veux vendre une propriété, je pense que tu habites à Boucherville. Oui. Fait que tu veux vendre à Boucherville. Est-ce qu'on donne l'adresse, Georges, pendant qu'on est... Non, on ne donne pas l'adresse. Mais ce que je veux dire, oui, on peut le couper. Si Non, ça ne me dérange pas. Mais On va le garder. ce que je veux dire, c'est que les gens là-bas, Oui. ils connaissent les écoles, Oui. ils connaissent les règlements Oui. municipaux, le zonage, Oui. les commerces locaux. Tu sais, quand quelqu'un va arriver de Québec puis est transféré à Montréal, puis que peut-être Boucherville, c'est une option, Oui. ils vont être capables de le faire. Ben, nous, c'est la même chose à Ville-Mont-Royal, à Outremont, dans le plateau, Oui. Rosemont, Annecy. On couvre tout le centre de l'île de Montréal. On va être capable de bien connaître, puis on sait que cet immeuble-là, il y a eu des problèmes dans la copropriété, sont plus difficiles à assurer. Ceux-là sont vraiment à jour. Donc, c'est toutes ces petites subtilités-là. Je vous donne un exemple. Par exemple, à Ville-Mont-Royal, tu sais, nous, les autos n'ont pas le droit d'être stationnés dans la rue comme une banlieue, ce qui est assez rare en ville. Oui. Puis, ça veut dire que le budget de la neige à Ville-Mont-Royal, bien, est moins élevé. Ils font juste souffler la neige sur les terrains, contrairement au plateau à Outremont, qui est juste à côté, où là, il faut mettre la neige dans les camions puis les amener. C'est toutes des petites subtilités que les gens ne savent pas. À Ville-Mont-Royal, par exemple, on a un parc industriel de l'autre côté de Décarie qui appartient où est-ce qu'il y a le Royal Mount, Oui. qui subventionne 10 des taxes municipales aux résidents de Ville-Mont-Royal. Mais ça, c'est des petites choses que si ton courtier, il vient de Boucherville puis veut vendre une maison nécessairement à Ville-Mont-Royal, peut-être qu'il ne saura pas. Bien, alors, je suis contente que tu dises ça parce que souvent, j'ai entendu des courtiers dire pas grave où est-ce que tu vas acheter la maison, c'est pas grave le quartier, là, je vais t'aider. Alors que dans la réalité, il ne connaît pas nécessairement le marché. Ça ne veut pas dire qu'il ne peut pas t'aider. Moi, je peux bien aller vendre une maison à Québec. Mais si je vais à Québec pour vendre une maison, mettons, tu dis, Isabelle, moi, c'est juste avec toi, je vais acheter ma maison. Ouais. Puis là, tu déménages, tu as un côté pour toutes sortes de raisons à Québec. Bien, ça va me prendre du temps à apprendre. Je suis capable, mais ça va me prendre plusieurs semaines, étudier le marché, comprendre comment ça fonctionne, puis je ne saurais pas vraiment tout. Fait que moi, mon réflexe, ça va dire, Isabelle, je pense qu'à Québec, tu vas être beaucoup mieux servi par mon collègue un tel, puis je vais te référer à ces gens-là. OK. Puis pour un courtier là, comme toi, quel est le moment de la transaction que tu préfères? Le début, les visites ou la fin quand tout est terminé puis que tu peux leur apporter une petite bouteille de vin puis leur dire félicitations pour votre maison? J'aime tous les moments. Ah, ben oui, je voulais pas cette réponse-là, Georges. Mais je vais te dire pour qu'est-ce que j'aime. J'aime le premier appel, là, Oui. c'est comme, faut que je qualifie. Comment je peux aider cette personne-là? Oui. L'appel dure en moyenne 20 minutes, le premier appel. Puis là, je pose des questions. Puis là, les gens, mettons, toi, tu veux vendre ta maison, bien, je vais te faire parler sur ta maison. Oui. Je vais te dire, bon, c'est quoi l'adresse? Mais en quelle année tu l'as acheté? Là, j'ai souvent ces données-là déjà avant de te parler. Puis là, je vais te dire, parle-moi de tes rénovations. Okay. Là, tu as acheté, toi, en 2012, parfait. Qu'est-ce que tu as fait dans ta maison? Puis là, les clients ils me parlent de leur maison. Moi, là, j'en vends des centaines de maisons par année, mais eux, ils n'en ont qu'une seule. Oui. Puis ce qui est important, c'est leur maison, leurs besoins, comment ils la voient. Des questions que je pose, donc, sur les améliorations. Après ça, je pose des questions. Quand vous avez acheté, Isabelle, là, je dis, c'est quoi qui a déclenché le coup de cœur? Quand tu as acheté ta maison, Oui. là, en 2012, là, qu'est-ce qui a fait que tu as dit, c'est elle? Ah, c'est en face du parc, ou la lumière, ou le grand jardin, où je projetais mes enfants, où on habitait tellement d'une petite maison que là, j'étais content que mes enfants aient des grandes chambres. Peu importe. Puis à l'opposé, s'il y avait une objection que le client acheteur pourrait me poser comme courtier, ça serait quoi? Ce serait quoi le défaut de ta maison? Puis là, on fait parler beaucoup pour bien qualifier. Puis après ça, c'est quoi tu veux faire, Isabelle? Bien là, je pense être transféré dans une autre ville pour mon emploi. Ou malheureusement, on vit des séparations, donc c'est souvent un déclencheur. Ou la famille s'agrandit, ou des décès, ou des problèmes financiers. Puis moi, mon travail, c'est pas de vendre la maison à ce moment-là, c'est d'aider le client. Puis dès ce moment-là, je l'aide. Puis quand j'ai un client, je l'aide à vie. C'est pas parce que je suis passé chez le notaire puis qu'on a donné un cadeau de transaction que c'est fini. On reste en contact. Fait que s'il y a besoin de faire laver sa piscine, tu y vas? Bien, j'ai déjà déneigé des driveways. Oui, déneigé des driveways. J'ai déjà ramassé du courrier. J'ai fait bien du ménage dans bien des maisons pour des visites. Ça, c'est un service à la clientèle, plus. Mais après, des fois, 3 mois après, là, j'appelle les clients. « Hey, Isabelle, es-tu contente de ta maison que tu as achetée avec nous? » Fait que là, parle-moi-en pas, le toit est cool, il est arrivé telle affaire. Ah, j'ai dit, j'ai un excellent couvreur, tu veux-tu que je te le réfère? Là, je l'appelle devant toi, puis le lendemain, il va être là, il va te donner un bon prix pour faire ton travail. Donc, on les accompagne, c'est pas parce qu'on a été payé puis la transaction est finie. On les accompagne pour le reste de leur vie. Je leur dis toujours, la transaction est faite, à partir de maintenant, là, mon travail commence. Vous pouvez m'appeler n'importe quand,
vous me dérangerez jamais. Ouais, mais Georges, tu as déjà été payé. Non, non. Je dis, pour moi, là, la vraie paye, c'est tous les clients dans votre famille, vos collègues de travail, vos voisins, vos amis que vous allez nous référer dans le futur. Puis ça, c'est ça qu'on fait. C'est ça qu'un excellent courtier immobilier fait. C'est du service. J'espère que les gens sont en train de prendre des notes en ce moment parce que si votre courtier ne fait pas ça, changez de courtier. Bon, justement, tu sais, je pense que comme tu es une sommité dans le domaine puis que tu fais ça depuis 36 ans, il y en a sûrement qui écoutent cette série-là parce qu'ils espèrent être courtiers, parce qu'ils sont peut-être en ce moment en train d'étudier pour faire ça, ou certains qui ont des changements de vie. J'ai connu des amis qui, après 10-15 ans à faire quelque chose, ils se sont dit « je veux aller courtier immobilier ». Fait que j'ai envie de te demander quel conseil tu peux donner à ces gens-là. Bien, le premier conseil quand on est courtier immobilier nouveau, c'est d'apprendre le plus de choses possible parce que le cours obligatoire va te donner le permis d'exercer. Là, tu vas pouvoir remplir des promesses d'achat, remplir des contrats de courtage, collecter les documents, tu sais. Mais il y a beaucoup de choses à apprendre, les outils technologiques, les outils que les courtiers utilisent. Il faut se perfectionner en technologie de l'information, en informatique, en évaluation immobilière, en marketing, en légal, en fiscal. Il y a plein d'autres choses qu'on doit apprendre pour compléter la formation de base. C'est pas assez la formation de base. Ah, okay. Il faut que tu apprennes plein de choses, puis idéalement, tu te colles à des gens qui sont déjà excellents dans ce qu'ils font, qui vont être capables de partager leurs connaissances avec toi. Ça, c'est un. 2, il faut survivre, parce que quand tu travailles comme courtier immobilier, le premier conseil que je donnerais, c'est que ça te prend 30 à 50 000 de cash, pas de cash, mais de liquidité, cash flow. Ouais, de cash flow devant toi, parce que même si tu vends une maison la première semaine, peut-être que ça va passer chez le notaire dans 4 mois, puis tu ne seras pas payé pendant 4 mois. Puis quand tu es en immobilier, tu commences à payer des frais de bureau, des frais de véhicule, des frais de cellulaire, des frais de formation, des frais de bannière, des pancartes, de la publicité, des vidéos, des photos, puis ça coûte de plus en plus cher. Donc, c'est important parce qu'en immobilier, la première année est très difficile. Tu vis plein de déceptions. Tu pensais que un de tes bons amis allait te confier la vente. Finalement, il l'a donné au meilleur courtier du coin. Là, tu es déçu. Il y a quelqu'un qui t'a fait travailler. Une autre chose qui arrive en immobilier qui est incroyable. C'est juste en immobilier, tu vois ça. Tu peux travailler une centaine d'heures avec un client puis dire hey, bonne nouvelle, finalement, j'ai acheté d'une visite libre dans une autre ville qu'on ne cherchait pas ensemble avec un autre courtier. Alors, comment ça peut être une bonne nouvelle? T'sais, moi, j'ai travaillé 100 heures puis j'ai pas été payé à salaire pendant ce temps-là. Fait que tu vis beaucoup de déceptions. Fait qu'il faut apprendre beaucoup d'autres choses. Moi, j'ai fait des cours en évaluation immobilière en plus du cours dans le temps. J'ai fait mon bac en marketing. Comme je disais, ma femme était notaire, fait qu'au point de vue légal. Fait qu'il y a beaucoup de choses à apprendre en plus. Puis le plus important après ça, ça serait de mettre une liste. Moi, mon professeur, il avait fait ça dans les années 90. Il m'a dit, écris 400 noms que tu connais. C'est pas si facile que ça. Parce non, 400, c'est beaucoup. 400 noms, 400 adresses civiques, 400 numéros de téléphone, puis 400 courriels. Puis là, tu prends ces 400 noms-là, puis c'est ta base de données de départ. Là, tu leur écris « Bonne nouvelle, j'ai changé de carrière, je suis maintenant en immobilier, je travaille à cet endroit-là. Si jamais vous voulez vendre ou acheter, n'hésitez pas à m'appeler, ça va me faire plaisir. » Fait que ça commence par la sphère de contact. Aujourd'hui, les courtiers ont un outil très précieux qui est les médias sociaux. Ça coûte presque rien, puis ça permet de rayonner auprès d'un grand nombre de personnes qui sont dans sa sphère de contact. Puis moi, je commencerais par là, parce que des fois, je vois des courtiers qui commencent, puis ils mettent un panneau sur l'autoroute. Mais tu sais, personne ne les connaît, il n'y a pas de pancarte nulle part, ils n'ont pas de listing. Tu tapes leur nom sur le site web, c'est comme des nouveaux, puis ça apparaît tout de suite. Fait que ça, c'est du gaspillage d'argent. De prendre des grands moyens publicitaires pour faire du branding, alors que ton brand n'est pas connu du tout, c'est pas une bonne idée. Toi, tu es pour ceux qui commencent sur Instagram puis TikTok puis qui se vendent là-dessus. Là. Tout à fait. C'est un excellent moyen, peu coûteux, de se faire connaître auprès de leur milieu. Puis une fois qu'ils auront fait leurs preuves, mais là, ils vont pouvoir faire des petits avec ces contrats-là. Parce que là, si tu vends une maison sur telle rue, bien, peut-être que le voisin va t'appeler. Tu vas aller voir les 5 voisins à gauche, les 5 voisins à droite, les 5 voisins en arrière pour leur dire que tu as vendu puis qu'il y a une nouvelle famille cute avec 2 enfants puis un chien qui s'en va de rester là. Puis que ça va faire des bons voisins puis que si vous pensez déménager, je vais être là. Puis là, les gens vont dire, ben là, pas tout de suite, mais ma femme va prendre sa retraite dans 2 ans. Je pense, j'y pense. Là, viens voir en dedans que ça a de l'air. Puis c'est comme ça qu'on commence. Un client à la fois. Puis qu'est-ce que tu penses de la technique? Parce que j'en ai souvent là, dans ma boîte postale.
une lettre d'un courtier qui me dit si jamais vous voulez vendre votre maison, elle est magnifique, vous pouvez me téléphoner. Tu sais, j'en reçois beaucoup de ça. Là. Mais la sollicitation, c'est parce que là, on est dans un marché de vendeurs. Fait que là, il y a plein de courtiers qui ont des acheteurs, qui ne sont pas capables de les caser dans une belle propriété. Fait que là, ils vont faire un peu plus de sollicitations pour pouvoir avoir des clients qui veulent vendre leur propriété. Les chances que leurs clients qu'ils ont soient exactement un bon match pour la tienne est assez mince, mais c'est pas grave. Eux autres disent au pire, allez, je vais rencontrer Isabelle. Quand elle va vendre, elle va peut-être me donner le contrat, puis moi, ça va me faire un nouveau listing à mettre sur le marché. Mais quand on était dans la position où j'ai commencé dans un marché d'acheteurs, où là, on n'avait pas beaucoup d'acheteurs pour plein de maisons, on ne voyait pas ça autant. Puis comment un courtier peut gagner la confiance de ses clients? Mais une parole à la fois. C'est-à-dire? Tu fais toujours la plus grande promesse que tu peux tenir. Il y a des empires qui se sont créés comme ça. Tu sais, Domino's Pizza, votre pizza va être livrée en 30 minutes, sinon c'est gratuit. Puro Later, votre paquet va être livré. Tu sais, il y a des promesses qui ont été faites par plein d'entreprises sur ce qu'on appelle en anglais un USP, Unique Selling Proposition. Fait que je pense qu'un courtier, la confiance, ça ne se demande pas. Ça s'acquiert. Un geste, une parole à la fois, mais des promesses toujours remplies. Je dis à mon client, je t'appelle d'ici la fin de la semaine, puis tu l'appelles dans 1 heure. Je vais être là à 9 h demain matin, tu arrives 10 minutes d'avance. Moi, j'ai mon associé, Marc, là, il dit toujours aux jeunes courtiers qui rentrent dans l'agence, il dit, mettons, ils ont un rendez-vous ensemble à 9 h. Fait que là, Marc est là à 9 h moins 10. Puis là, il dit, t'es en retard. Il dit, mais non, c'était à 9 h. Il dit, c'était pas 10 minutes en avance, t'es en retard. Oh! Fait que, tu sais, il a appris à la dure. Oh, mes garçons auraient beaucoup de difficultés à être courtier. Ah oui! Puis aussi, t'es en retard, ça se peut, mais t'appelles avant pour dire que t'es... Mais tu sais, la confiance, ça vient aussi beaucoup par la stratégie. Parce que, tu sais, tu vends une maison ou tu en achètes une, ça prend un plan de match. Fait que par où qu'on commence, c'est quoi qu'on fait? Alors là, tu as la préparation de la propriété. Ça, c'est quelque chose qu'on va voir dans les prochaines balados. Puis comment tu fais pour bien préparer la maison? Fait que tout l'aspect stratégique, l'aspect conseil. Et un bon courtier aussi, c'est quelqu'un qui a un gros réseau d'excellents professionnels. Tu me dis, Georges, as-tu un bon arpenteur? Oui. Georges, as-tu un bon déménageur? Oui. Georges, as-tu des hommes à tout faire pour faire les menus travaux de réparation? Tu sais, ça, on a un dégât d'eau du bain il y a 5 ans. Il a été réparé par le plombier, mais il y a toujours un cerne au plafond. Puis là, c'est le temps de vendre. Puis là, tout est occupé. Tu as plein de contrats. Tu as la vie qui nous occupe. Puis moi, le courtier t'arrive avec un plan clé en main pour tout s'occuper de ça. Ça, c'est précieux. Alors moi, je pense que la confiance, elle vient comme ça. Puis après ça, tu as plein de chances de manifester ton intégrité. Parce que c'est une valeur importante pour nous, pour moi, puis pour tout le groupe dans l'agence auquel on travaille. Parce que, tu sais, l'intégrité, là, c'est je vais le faire selon les règles de l'art, dans le respect des règles. Mais ça fait 25 ans que je n'ai pas écrit une promesse d'achat. Dans notre agence, il y a des gens qui s'occupent des acheteurs, mais c'est jamais la même personne qui s'occupe de l'acheteur puis du vendeur en même temps. Puis le législateur a dit c'est tellement une bonne idée qu'en 2022, il a mis une loi comme quoi c'est interdit maintenant de représenter l'acheteur puis le vendeur. Mais toute cette intégrité-là, ça fait longtemps qu'on la pratique. Pourquoi? Parce que j'ai toujours l'idée de dire, il va faire plaisir, mon père, il va dire, oui, il réussit bien, mais il le fait comme il faut. Puis les patients qui rentraient dans son cabinet, ils disaient, Georges, là, c'est un top, là, je vous le dis, il est imbattable, il a fait telle affaire. Fait que moi, je pense que le bouche-oreille, en référence, c'est ça qui est le plus important pour un courtier. Si je suis où on est là, puis qu'on est un groupe qui arrive à bien réussir dans un milieu très compétitif, c'est parce qu'on a réussi à gagner la confiance de beaucoup de gens, puis ils l'ont dit à leurs amis. Bien, Georges, dans les prochains épisodes, on va parler de vendre. Tu sais, on va donner des trucs pour bien vendre ses propriétés. On va parler aussi d'achat, on va parler d'hypothèque, on va couvrir toutes sortes de sujets. Mais si en une phrase, je te demande de me décrire le marché de l'immobilier en ce moment au Québec. Oui, résilient. Ah, résilient, OK, parfait. Un beau mot, hein? Parce qu'au Canada, ça va pas bien. Puis au Canada anglais, le reste du Canada, ça va beaucoup moins bien qu'au Québec. Mais nous autres, au Québec, on est là. Mais on a moins de chômage, puis on a un prix médian qui est un peu plus modeste, donc un peu plus accessible. Fait que partout au Canada, les jeunes ont un problème d'abordabilité. On va en parler dans les prochaines balados. Mais là, présentement, je dirais que le Québec, c'est un marché résilient qui performe malgré tout très bien. Merci, Georges. Merci, Isabelle.